ce sentiment de se sentir complètement perdu, comme si notre propre réalité nous échappait. Aujourd'hui, on va décortiquer le manuel de l'abus narcissique. Le but, c'est simple, passer ensemble de cette confusion totale à la clarté. Alors pourquoi est-ce qu'on se sent si confus? Cette confusion intense, ce brouilleur mental, ce n'est pas dans notre tête, non, c'est le symptôme principal, c'est vraiment le point de départ de tout. On s'en souvient, n'est-ce pas? Un jour, on est la personne la plus incroyable du monde. Au début, tout est parfait. C'est une connexion, tellement intense que ça semble presque magique. On a l'impression d'être enfin vu, enfin compris, comme jamais auparavant. Et le lendemain, on devient l'ennemi public numéro 1. Le sol se dérobe sous nos pieds littéralement. Le piédestal, il s'effondre. Et là, le doute s'installe. La confusion devient notre quotidien. Mais voilà la bonne nouvelle, à la fin de cette analyse, on aura les outils pour décoder ce manuel et se réapproprier sa réalité. Le but, c'est pas de suranalyser pendant des heures, non, c'est de donner des clés concrètes pour reprendre le contrôle. Alors, comment on va faire ça? Notre parcours se fera en 3 étapes simples. D'abord, on va parler de l'attaque invisible. Ensuite, on va déconstruire le mythe de l'amour. Et enfin, on verra la boîte à outils pour protéger sa réalité. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, un petit avertissement important. Ce contenu est purement éducatif. Il est là pour éclairer, pour informer, mais attention, il ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. C'est vraiment crucial. Allez, c'est parti pour la première section, l'attaque invisible. Et le sous-titre dit tout, ce n'est pas une faiblesse, c'est de la neurobiologie. L'idée ici, c'est de comprendre que l'impact n'est pas juste psychologique, non, il est aussi physique, biologique même. Cette citation, elle est percutante. C'est une guerre épistémologique. Le but est de casser la boussole interne pour devenir le seul guide. En fait, c'est l'essence même du gaslighting. Ce n'est pas juste des mensonges, c'est bien plus profond. C'est une stratégie pour saboter notre boussole intérieure, pour qu'à la fin, la seule référence, le seul guide, ce soit l'autre personne. Et là, on touche à la neurobiologie, le fameux cortex préfrontal. C'est quoi ? C'est le centre de notre cerveau pour le jugement, la prise de décision. Et le stress chronique, il l'abîme physiquement. Ce brouillard mental, cette incapacité à décider, ce n'est pas une faiblesse, c'est une conséquence physique. Le flot constant de cortisol, l'hormone du stress, vient littéralement endommager cette partie cruciale du cerveau. Et cette attaque, elle n'est même pas originale. Elle suit un script, un schéma super prévisible que l'on pourrait appeler le script du robot cassé. Il y a 3 étapes. D'abord, le love bombing, ce bombardement d'amour. Ensuite, la dévaluation. Et enfin, le hoovering, la tentative de réaspirer la personne. Ce n'est pas du génie maléfique, c'est un programme. Et une fois qu'on voit le programme, il perd tout son pouvoir. Ok, maintenant, on passe à la deuxième section. Le mythe de l'amour déconstruit. Pourquoi ça semble si réel et pourquoi ça ne le l'est pas. Et c'est souvent la partie la plus difficile parce qu'on va toucher à ce qu'on croyait être de l'amour. Alors, parlons de la théorie du grille-pain. C'est une image un peu brutale, mais tellement éclairante. L'idée, c'est que pour l'abuseur, l'autre n'est pas une personne. C'est une fonction. On est perçu comme un objet partiel, défini par ce qu'on apporte. Admiration, validation, service. Pensez-y, quand votre grille-pain ne grille plus le pain, vous n'essayez pas de discuter avec, vous le jetez. La logique, aussi terrible soit-elle, est la même. Et ça nous amène à un concept clé, l'échec de la constance de l'objet. C'est l'incapacité de voir quelqu'un comme une seule et même personne, qu'elle soit agréable ou frustrante. Ça explique ces changements radicaux, vous savez. Le matin, on est la personne idéale parce qu'on satisfait un besoin. Et le soir, on devient un monstre parce qu'on a exprimé une contrariété. Pour eux, ce sont 2 personnes différentes. Ce n'est pas personnel, c'est une défaillance cognitive de leur part. Et ça illustre parfaitement le malentendu central. D'un côté, on a la fusion, qui est un stade infantile. C'est la recherche d'un double, d'une extension de soi-même. Toute différence est une menace. C'est ce que vend la personne narcissique. De l'autre côté, on a la connexion, qui est la base d'une relation adulte. C'est la rencontre de 2 personnes bien distinctes qui célèbrent leurs différences. L'amour adulte, ce n'est pas la fusion, c'est la connexion. Et ça m'amène à une phrase essentielle, l'intensité n'est pas l'intimité. Retenez bien ça. L'intimité, ça prend du temps. L'intensité, c'est un signe d'alerte. Cette explosion des débuts, ce sentiment d'être dans un conte de fées, ce n'était pas de l'intimité, c'était de l'intensité. L'intimité, la vraie, elle se construit doucement, dans le calme, la confiance. L'intensité immédiate, c'est un énorme drapeau rouge. Bon, on a vu la mécanique, on a déconstruit le mythe, maintenant, passons à l'action.
La troisième section, la boîte à outils pour sa réalité. Des outils pratiques pour l'autodéfense et la reconstruction. Comment on fait concrètement pour se défendre? Outil numéro 1, l'encre de réalité. L'idée est simple. Si notre mémoire interne est attaquée, on doit l'externaliser. Comment? En tenant un journal. Mais attention, un journal de faits bruts, pas d'émotions. On note tel jour, telle heure, telle phrase a été dite. C'est tout. Comme ça, face à un « mais non, j'ai jamais dit ça », on a notre carnet. C'est une encre, c'est une preuve qui calme tout de suite l'anxiété. Outil numéro 2, le filtre à hoovering. Le hoovering, c'est quand la personne essaie de nous réaspirer. La règle d'or, c'est de traiter ces tentatives de reconnexion comme des spams. Pensez-y, quand vous recevez un spam, vous ne l'analysez pas, vous ne vous demandez pas pourquoi moi, non. On supprime, sans émotion. C'est pareil ici. Ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative mécanique de récupérer une ressource. On supprime. Et maintenant, la règle de la traduction. C'est un outil de décodage hyper puissant. Il s'agit d'apprendre à traduire ce qu'on entend. Par exemple, tu es si sensible ou tu es folle, ça veut dire en réalité, tu commences à voir clair moi. Tu es égoïste se traduit par je suis en colère que tu ne sois plus à mon service. Et le fameux nous sommes des âmes sœurs, ça veut dire je veux fusionner avec toi. C'est un changement de perspective qui change tout. Leurs accusations deviennent des confessions. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'informations. Alors, on va rendre ça très concret avec un petit plan d'action. Quelque chose à essayer pendant les prochaines 48 heures. C'est un processus en 3 étapes très simples. Étape 1. Identifiez une seule phrase déroutante que vous avez entendue récemment. Étape 2. Pratiquez la règle de la traduction dessus. Prenez la grille qu'on vient de voir et décodez-la. Et étape 3. Écrire le vrai sens. Le simple fait de l'écrire, ça ancre la nouvelle compréhension dans la réalité. Et si jamais on rencontre de la résistance, il faut se souvenir de cette phrase « Accepter d'être le méchant dans leur histoire est le prix de la liberté ». Parce que oui, il y aura sûrement une campagne de dénigrement. Mais accepter ce rôle, c'est le prix à payer pour retrouver sa liberté. Et ça n'a pas de prix. Les outils sont maintenant sur la table. Alors, quelle sera la première étape à mettre en œuvre pour commencer ce que l'on appelle l'évacuation? Parce que oui, le mot est important. Il ne s'agit pas juste de quitter une relation. Il s'agit de s'évacuer d'une zone de danger. La question n'est plus de savoir si on doit partir, mais comment. Le chemin vers la clarté, il commence maintenant.